Bonjour à toutes et à tous, Valentin Franc avec vous pour ce point de marché. Nous sommes le vendredi 23 février 2018. Cette nuit, nous avons eu l'inflation japonaise qui est ressortie un plus haut depuis mars 2015. On va voir ça plus en détail. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise annonce? On va voir ça dans un petit instant. Alors, le trading avec effet levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors, sans plus attendre, on va faire un point sur l'actualité de la veille et de cette nuit. Au niveau de la BCE, eh bien, on a eu globalement les minutes de la réunion du mois de janvier qui ont indiqué que le Conseil avait plutôt des perspectives positives sur la croissance et était convaincu que l'inflation convergera vers sa cible proche de 2%. Au Royaume-Uni, on a eu une révision à la baisse du PIB final du quatrième trimestre 2017, donc à 0,4%. Au Japon, donc, l'IPC est ressorti en hausse. Cependant, cette hausse de l'inflation a été soutenue par le coût de la nourriture. Si on regarde l'IPC Core, qui exclut les produits les plus volatiles, tels que la nourriture, l'alcool, le tabac et l'énergie, dont le pétrole, eh bien, il est stable. Cet IPC Core est stable à 0,9%. Voilà, donc c'est pas réellement une annonce qui permet ce matin au yen de progresser. Le yen ce matin est plutôt flat. C'est pas celle qui recule le plus, mais disons que elle est négative face au dollar, face au CAD ou face à l'euro. En Allemagne, il y a quelques minutes, l'estimation finale du PIB a été confirmée, a confirmé l'estimation flash, c'est-à-dire à 0,6% pour le quatrième trimestre 2017. Sur un an, ça fait un PIB, une croissance du PIB allemand de 2,3 contre 2,2% au troisième trimestre. Donc accélération de la croissance allemande. Au niveau du résumé de la science américaine et asiatique, nous avons eu hier un dollar qui a reculé sous la résistance à 90 points, baisse de 0,28%. Le Dow Jones, le S&P qui progresse, les valeurs technologiques qui sont en léger repli, le rendement du T-Note toujours vers ses plus hauts de 2014 à 2,92%, le Yen Index qui est, vous voyez, qui est flat, notre gold qui recule de 0,30, le Nikkei et le Hang Seng qui rebondissent. Au niveau du calendrier économique, alors nous aurons à 11h l'IPC de la zone euro. C'est l'IPC final pour le mois de janvier, donc l'inflation du mois de janvier. Ensuite, nous aurons l'inflation canadienne, la fameuse inflation canadienne. J'espère que ça ira contre les ventes de détail d'hier, les ventes de détail canadiennes qui, pour ceux qui ont suivi, eh bien, sont sortis en baisse. C'était inattendu, c'est pour ça qu'on a eu une belle baisse du CAD. Et je sais pas pour vous, mais on va faire une analyse du CADienne. On va en parler juste après. Et donc à 19h, plateforme de forage en activité comme tous les vendredis. Alors je regarde un petit peu à votre dialogue. Bonjour Franck et Raymond, j'espère que vous allez bien. François, que je salue également. Alors, on commence par le DXY. DXY, vous voyez, sa ligne de coup à 90 qui pourrait valider le double bottom si le cours clôture au-dessus, je rappelle, de 90. Ça se donnera un objectif jusqu'à 91. Donc personnellement, au lieu de viser 91, je viserais plutôt le haut de ce canal baissier. Voilà, donc même si on a eu cette divergence, vous voyez, qui a été validée, le double bottom, 90, la ligne de coup, devra être cassée pour avoir ce signal haussier. D'autant plus qu'on a cette moyenne mobile à 50 jours qui commence à converger, qui est quasiment au même prix que le seuil psychologique. Donc tant qu'il reste sous ce seuil psychologique, disons qu'on a plutôt un risque de correction, même si on va pas anticiper une correction, il y a plutôt un risque dominant de correction. Maintenant, si demain il clôture au-dessus de cette ligne de coup, dans ce cas, ce sera un signal bullish, direction le haut du canal. Et donc, l'euro-dollar, la ligne de coup, pareil à 1,2230 en attente de confirmation. Si on a une clôture en dessous, c'est un signal baissier jusqu'à 1,20. En attendant, je reste neutre. Le GBP, encore une fois, consolidation 40. On peut voir à court terme que le cours évolue dans un triangle de court terme. C'est généralement une figure de continuation de tendance, donc c'est pas une figure de retournement. Donc a priori la cassure devrait plutôt se faire à la hausse, mais attention, les probabilités ne sont pas très élevées sur ce type de configuration.
Moi personnellement, ce que j'attends pour le GBP, encore une fois, c'est qu'il revienne en bas de ce canal. Dès qu'il reviendra en bas de ce canal, ça sera une opportunité d'achat. Le NZD, pareil, hein, on a un double top qui se confirme, la ligne de coup qui est beaucoup plus basse à 0,72. Moi, le NZD, j'ai pas vraiment de sentiment là-dessus. Le cours qui ce matin a testé les 0,7287, donc ce support technique. Voilà, il n'y a pas grand-chose à dire sur le NZD. Honnêtement, il est plutôt à plat. Au niveau de l'USD-CHF, on a cette divergence, encore une fois, qui se creuse. Maintenant, le prix hier le cours a reculé parce que le DXY, comme vous avez pu le constater, a cédé sous 90. Donc voilà, on n'a pas eu cette confirmation du double bottom. Maintenant, si demain on a une confirmation du double bottom, ce qu'on pourra envisager, c'est un repli de au moins 38%, vous voyez, de cette tendance. Étant donné que statistiquement, je dis bien, le cours, les actifs retracent 38% de leur précédente impulsion. Donc, précédente impulsion, 38 à 50%, pardon. Donc, ça donne un objectif qui est comme ce qu'on avait anticipé à 0,95. L'USD CAD, bon, résistance à 27,65. Tout va dépendre de l'inflation cet après-midi, hein. Concrètement, si on a une accélération de l'inflation canadienne, cet après-midi, bien comme vous le savez, ce sera bullish pour le CAD et à l'inverse, ça sera bearish. Par ailleurs, le consensus s'attend à une diminution, à un ralentissement de l'inflation, ce qui est une mauvaise chose. Une mauvaise chose parce que ça veut dire que les économistes s'attendent à un ralentissement, mais une bonne chose parce que ça veut dire qu'il y a plus de chances que le marché soit surpris, positivement, je dis bien. Donc, voilà, concrètement, si l'inflation ressort à 1,9%, certes, c'est pas une accélération, mais pourtant c'est au-dessus du consensus, donc ça devrait avoir un impact positif. Donc, si y a une accélération de l'inflation, l'USD CAD va rebaisser, et si on a, comme ce que le consensus attend, un ralentissement, dans ce cas-là, on aura un USD CAD qui va revenir tester les 1,2765 en intraday. Alors bonjour à nous tous, nous dit Franck, il m'a écouté. Bonjour à vous Franck, bonjour Catherine, alors je ne sais plus qui j'ai salué exactement, mais bonjour à tous. L'USD Yen, pareil, hein, on a ce rebond du dollar. Maintenant hier on a eu une belle baisse causée dans la nuit, hein, de mercredi à jeudi par le rebond du yen. Rebond du yen à cause des minutes de la Fed, hein, qui était plutôt hawkish. Et donc le marché qui est toujours prudent quant à des nouvelles hausses des taux, un rythme trop élevé. C'est pour ça qu'on a eu des marches actions qui ont du mal, hein, ces derniers temps. Et donc on a eu de l'aversion au risque dans la nuit de mercredi à jeudi. Ensuite, jeudi après-midi, on a eu les fameuses ventes au détail canadiennes qui sont sorties pas bonnes. Voilà, faut le dire, en repli. Et donc le CAD yen s'est enfoncé. Je ne sais pas où était votre stop. Je pense que pour la plupart, dont moi, nous nous sommes fait sortir. Est-ce qu'il faut abandonner ce scénario? Non, je ne pense vraiment pas. Je pense vraiment pas. Le CAD yen, pour moi, il y a vraiment le CAD survendu, le yen suracheté, et ce face à de multiples paires, comme l'euro yen par exemple. Vous voyez, l'euro yen arrive sur du survendu, ce qui veut dire que le yen est suracheté. On regarde la USD yen, il a été suracheté, c'est ce yen. Le yen c'est pareil, s'approche de sa bande de surachat. Bref, si on regarde le yen index et le CAD index, le yen index est suracheté, le CAD est survendu. Donc voilà, c'est juste, je pense, un problème de timing. Voilà, bon, ça arrive maintenant. Donc je pense que le CAD yen a des chances de revenir à 83,42. Dorénavant, pour le CAD yen, j'attendrai une confirmation du rebond au lieu d'anticiper le point le plus bas. Je pense qu'on peut attendre la clôture de la moyenne mobile à 20 jours, comme vous pouvez le constater. Cette moyenne mobile en orange, dès qu'elle sera dépassée, clôture à la hausse, ça sera notre signal aussi. Et on envisagera un pullback de 38% à 50 par rapport au plus bas. Donc si par exemple, imaginons qu'on a fait le plus bas actuellement, on anticipera
un retour à 86, 80 au minimum. Voilà, donc le CAD-yen, si vous êtes toujours dedans, bien écoutez, l'analyse elle reste correcte. L'analyse pour moi elle reste haussière. Hein. Ma conviction reste haussière. Direction les 87 à peu près. Maintenant, si vous êtes fait sortir comme moi, nous pouvons attendre soit un fort niveau de support, par exemple 83 ou 82, ou alors que le cours dépasse cette moyenne mobile à 20 jours. Voilà, Raymond qui me dit je vais toujours, et bien écoutez Raymond, alors faites votre propre analyse, encore une fois c'est important que vous fassiez votre propre analyse, hein, c'est pas parce que j'entends Franck dit qu'il est haussier qu'il faut passer haussier, mais voilà, concrètement moi le CAD-yen, j'ai plutôt un sentiment fortement haussier. Le GBP yen, voyons un petit peu le deuxième scénario, donc le yen qui fait pression, vous voyez, plus ça le GBP, eh bien on a eu le PIB qui a été revu à la baisse, donc forcément ça ne plaît pas à livre sterling. Maintenant techniquement on a une divergence haussière qui se crée. Regardez, le RSI qui marque des points de plus en plus haut, comparé au prix qui marque des points de plus en plus bas. Donc c'est le début d'une divergence. C'est le début. Encore une fois, tout dépend si on cherche à trader, à rentrer dans le point le plus bas, dans le point le plus bas de la tendance, excusez-moi, ou alors on attend des confirmations. Donc, si on estime que ce point a été le plus bas, 38-50%, ça donne un objectif aux alentours des, vous voyez, 152-50, à peu près. 152-50. La moyenne mobile à 20 jours qui pourrait être utilisée pour confirmer le rebond. Voilà, donc patience pour le GBP Yen. 4 CHF, c'est pareil, 4 CHF, j'ai plutôt un sentiment baissier, mais bon, pas autant que le Yen. Le CHF, à l'inverse du Yen, n'est pas suracheté. Donc voilà, 4 CHF. Si on avait un rebond, vous voyez qu'on a une belle diff, pareil. Si on avait un rebond, l'objectif serait aux alentours des 0,76. Il faudrait viser 0,76 si on estime que ce point d'hier est le point bas du CAD. Mais encore une fois, ça va dépendre de l'inflation canadienne cet après-midi. Ramsey qui me demande l'USDCHF. Bonjour à vous, Ramsey. Alors, l'USDCHF, encore une fois, on a cette divergence du dollar. Maintenant, ce qui empêche de passer à l'achat à court terme, c'est que le DXY n'a pas clôturé au-dessus de sa ligne de coût. Et donc, le risque est plutôt baissier tant que le cours se situe sous les 90 points. Si demain, on est clôturé au-dessus des 90 points et au passage de la moyenne mobile à 50 jours, la ligne de coût du double test du support est validée, ce qui en fait un double bottom avec comme objectif le haut du canal. Et donc l'USDCHF, il ira chercher les 0,95 au minimum. Voilà, donc tout dépend de notre analyse dollar, si vous êtes bullish dollar ou non. Mais voilà, on a une divergence en tout cas. Techniquement, ça c'est sûr qu'on a une divergence, vous voyez. Et le signal de la divergence pourrait être donné, pourrait être utilisé si le RSI clôture au-dessus de 50. On passe aux matières premières. Donc l'argent. Déjà, gold, silver. La force relative, or, argent. Vous voyez que on a le top qui est testé depuis la fin de semaine dernière, début de cette semaine. Vous voyez que 80 n'a pas été dépassé. Bon, encore une fois, ce trade qui indique une surperformance à venir de l'argent face à l'or. Alors ça ne veut pas dire que l'or va être baissier et que l'argent va être haussier. Ça veut simplement dire que l'argent va faire une meilleure performance que l'or. Par exemple, si l'or progresse de 5% et l'argent de 10%, cette courbe sera baissière. Maintenant, là, ce qui est matérialisé depuis 2011, c'est une surperformance de l'or, à part cette période-là. Donc voilà, moi ce que j'anticipe, c'est une surperformance de l'argent ça c'est vraiment pour du long terme, hein, c'est pour cette année, hein, pour 2018. Voilà, je pense que l'argent est beaucoup plus intéressant que l'or sur du long terme. Donc voilà, moi mes objectifs c'est quand on a un retour à 16 $, c'est un niveau d'entrée intéressant pour viser 18 puis 20. Voilà, tout simplement.
Est-ce qu'il faut rentrer à ce niveau de prix? Encore une fois, étant donné que c'est un trade de long terme, je pense qu'il y a des chances hein, que l'argent revienne tester les 16 dollars. Si c'est pas la semaine prochaine, pardon, ça sera peut-être dans un mois ou dans deux. Voilà, c'est vraiment pour du long terme. C'est une analyse globale. Disons qu'il faut garder à l'esprit que si vous êtes intéressé sur l'or, posez-vous la question si sur l'argent, ça ne vaut pas plutôt le coup de se positionner. Si par exemple l'or est sur un support et l'argent également, faut peut-être, je dis bien peut-être, privilégier l'achat argent plutôt qu'or. Ou au moins, au lieu de mettre deux lots sur l'or, eh bien un lot sur l'argent et un lot sur l'or. GBP Yen sur sa moyenne mobile 200 jours, quelle stratégie adopter selon vous, acheteur ou vendre la livre devant le yen? Eh bien voilà, Franck, comme je l'ai dit il y a quelques instants, GBP Yen, oui, en plus si vous regardez le RSI, il diverge avec le prix. Donc voilà, on a des signaux qui sont de plus en plus haussiers sur le GBP Yen. Maintenant, tout dépend ce que vous voulez trader. Est-ce que vous voulez essayer de choper le point le plus bas possible, qui est risqué, ou est-ce que vous voulez acheter le rebond, lorsqu'il y a eu le rebond? Voilà, donc tout dépend vraiment de votre type de trader que vous êtes. Euh, En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que le cours a de fortes chances d'être en train de faire son bottom. Ce n'est pas sûr et certain, mais il y a de fortes chances. Encore une fois, le cours est sur sa moyenne mobile à 200 jours et le RSI diverge. Voilà, maintenant une divergence, on sait qu'elle peut s'accentuer. Donc tout dépend. Est-ce que vous voulez acheter le point le plus bas possible, ce qui serait le mieux, mais c'est le plus risqué, ou acheter le rebond? Voilà, donc tout dépend. Oui, moi je pense qu'il y a une perspective plutôt aussi à court terme. Direction, donc on l'a dit, hein, c'était donc c'était les 152,50 à peu près. Alors 152, excusez-moi. Donc la perspective elle est haussière jusqu'à au moins 152 minimum pour le JBPN. Donc tout dépend vraiment de ce que vous voulez. C'est vrai que la moyenne mobile elle semble intéressante. Maintenant, est-ce que c'est le point le plus bas? J'ai envie d'y croire. En tout cas, j'ai envie d'y croire. Voilà, donc pour le GBPN, honnêtement, j'ai plutôt une préférence pour acheter le GBPN. Maintenant, ça dépend si vous voulez l'acheter maintenant, c'est-à-dire vraiment à des niveaux assez bas, ou est-ce que vous voulez attendre une confirmation avec une jambe de hausse ou une clôture ou un rebond, tout simplement attendre qu'il y a bien eu un rebond pour être sûr qu'on est voilà, qu'on corrige cette baisse. Donc voilà, l'objectif minimum, ce sera 152. Pourquoi minimum? Parce qu'on peut voir que vraiment le GPN est dans une tendance haussière, donc il faudra vraiment privilégier les stratégies acheteuses. C'est pas comme si c'était une correction c'est pas comme si c'était voilà cette correction là, vous voyez, qui va à l'encontre de la tendance de fond. Là, on est vraiment dans un rebond en bas d'un canal. Mettre un stop sous la MM200. Alors oui, voilà, MM200, mettre un stop également en dessous du précédent plus bas, vous voyez, 148, 96, 69, pardon, 96, excusez-moi. Donc voilà, vers cette zone-là, ça pourrait être intéressant. Maintenant, si on attend le rebond, on n'aura pas besoin de mettre un stop aussi éloigné. On pourra le mettre en dessous du précédent plus bas de prix de clôture, par exemple. Alors je repasse, pardon, aux matières premières. Donc l'or, vous voyez à l'image, à l'inverse du DXY, écoutez, on a cette ligne de coup qui validerait un double top, cette oblique. Encore une fois, l'or n'a pas clôture en dessous, donc on ne peut pas avoir vraiment de stratégie baissière jusqu'à 1300. Donc, patience. À mon avis, nous serons fixés lundi ou mardi de la semaine prochaine. Au niveau du pétrole, rebond du pétrole suite à un déstockage inattendu. Déstockage inattendu de pétrole, donc le Brent qui rebondit avec le brut. Le Brent, on peut voir qu'il clôture un nouveau, pas un nouveau plus haut annuel, mais vous voyez par rapport à ce rebond, eh bien c'est un nouveau sommet. En plus de ça, le RSI clôture au-dessus de 50. Donc voilà, les puits ce soir seront importants. Si on a une augmentation des puits de pétrole, ça fera pression. Donc, au contraire, ça le supportera. Mais donc, voilà, le pétrole,
Vous voyez qu'on reste quand même dans une tendance de fond qui est haussière, avec sa présence au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours. Et la première résistance, elle est à 68,19 $. Pour le brut, résistance à 65. Et vous voyez que les moyennes mobiles à 100 jours, enfin la moyenne mobile à 100 jours pardon sur le brut, a fait un très bon rôle de support, ainsi que le momentum, la zone, le support à 30. Vous voyez que brut Brent, dès qu'ils ont atteint leur zone de survente, il a fallu attendre très peu de temps pour que le cours rebondisse. Donc j'ai envie de dire les zones de momentum, quand on arrive dans les excès, il faut considérer ces zones d'excès comme un signal de fin de tendance. Voilà. Donc par exemple, quelle tendance on doit parler? Est-ce qu'on doit parler de cette tendance entière, de ce point à ce point-là? Quelle tendance doit-on parler? Eh bien tout simplement de la tendance depuis le plus bas du RSI au plus haut. Donc là par exemple, on va chercher cette impulsion. Et quand le RSI atteint cette zone de survente, de surachat, on arrive à la fin de cette impulsion. Voilà. Et donc là, on arrive à la fin de cette correction, etc., etc. Les zones d'excès, faut les voir comme des signaux de fin de tendance. Et généralement, plus on va avoir un récit qui va évoluer, pardon, plus on va avoir un prix qui va continuer de progresser, et plus la divergence sera importante. Une astuce, je dirais, pour voir des divergences, c'est de regarder les points du RSI qui sont les plus élevés ou les plus bas, les points extrêmes. Généralement, là où il y a les points les plus extrêmes, il y a souvent, pas tout le temps, mais souvent des divergences. Alors j'ai une question. Bonjour, Valentin, envisagez-vous un repli du gaz vers 2,55? Alors, très bonne question. Le gaz, pareil, conviction haussière, 2,55. Écoutez, ça semble possible maintenant. Ça semble possible. Pourquoi? Parce que c'est en bas du support. On n'est pas en dessous du support. On est tout simplement dans la zone mais basse. Donc oui, c'est possible. C'est possible. Maintenant, le gaz, moi, je reste haussier sur du moyen terme. Juste techniquement, hein. Fondamentalement, le gaz, je suis pas un spécialiste, mais quand je vois que ce support, vous voyez, qu'il y a une zone entre 2,55 et 2,62. Donc on a eu la cassure en juin, le pullback en août 2016, un nouveau test en novembre 2016, un troisième test en février 2017, un quatrième test en décembre 2017. De plus, on est en bas de ce canal baissier. Donc on a un double niveau de support. Donc c'est possible qu'il revienne 2,55 parce que c'est la borne basse de support. Mais voilà, ma perspective elle est haussière sur du moyen terme. Maintenant, il faudra être patient. Ce trade, c'est vraiment pour un minimum, enfin, cette conviction, c'est pour au minimum un mois. Voilà, je suis haussier sur le gaz pour au moins un mois. Alors, qu'est-ce qui l'empêche de partir depuis une semaine? Tout simplement, le dollar. Tout simplement, le dollar. Le dollar haussier fait pression sur le gaz. Demain, si le dollar baisse, le gaz mécaniquement remontera. C'est pas plus compliqué. C'est pas comme le pétrole, mais c'est un petit peu comme tous les autres actifs. Regardez l'argent. Vous savez ce qu'on va faire? On va mettre le DXY. Et donc, DXY, alors, qu'est-ce que c'est tout ça? Alors, DXY, on va le superposer donc au gaz. Alors, si il y a le gaz, bien évidemment, gaz naturel. Alors, on va utiliser celui-là. Donc, le gaz qu'on va mettre en gris, ou on met en bleu, tiens. On va ajouter un indicateur qui s'appelle corrélation. Et on va mettre donc ce gaz.
Et vous voyez que, alors on va mettre sur très peu de périodes, donc sur depuis le début du mois, ce qui fait 20. Alors, elle est déjà à 20. Donc la corrélation est de 0,29. Donc ce qui veut dire que on a une corrélation négative. Alors elle est plus basse que ce que je pensais. Plus basse que ce que je pensais, parce que si on regarde à l'or, sa corrélation elle est à 0,93 en ce moment. Donc elle est plus basse que je pensais, mais bon, quand on superpose le gaz et le DXY, on peut constater qu'il y a quand même une petite petite corrélation. Donc le gaz, selon moi, il baisse. Enfin, il est sous pression à cause de la hausse du DXY, pardon. Si on a une baisse du DXY demain, ça devrait mécaniquement faire remonter le cours du gaz. Alors, s'il continue de monter le dollar, une chance que le gaz remonte quand même. Alors, oui, mais ce sera sur du plus long terme. Ce sera du plus long terme parce que tant que, même si on va dire le dollar valide son double bottom, même s'il valide son double bottom, la perspective de hausse elle est assez limitée. Donc le gaz pourrait continuer d'être sous pression, mais pendant 1, 2, 3, 4 semaines maximum. À part si là, le dollar clôture au-dessus de sa moyenne mobile à 200 jours. Dans ce cas-là, ça sera un changement de tendance. On passera dans une tendance haussière, vraiment de long terme pour le dollar. Et dans ce cas-là, il faudra revoir la stratégie haussière du gaz. Mais tant que le DXY se situe en dessous de cette moyenne mobile à 200 jours, la perspective haussière du dollar est assez limitée. Donc, bah, faut pas vraiment se poser, enfin, en tout cas je pense, hein, faut pas trop être dans l'anticipation trop tôt, vraiment beaucoup trop tôt. Donc le gaz sous pression à court terme à cause de la remontée du DXY qui freine cette hausse. Si on n'avait pas eu cette remontée du DXY, le gaz serait probablement à 28, pardon, à 2,8. Alors où placer un stop? Eh bien, comme d'habitude, hein, moi les stops, là où j'aime les placer, c'est en dessous des précédents plus bas. Donc vous regardez le précédent plus bas, et là donc on voit le précédent plus bas, la mèche qui est à 2, alors excusez-moi, plus bas, 2,50, 2,55,2. Donc voilà, 2,50, 2,45, ça peut être un seuil d'invalidation. Et l'objectif haussier, c'est retour à 3 dollars. Alors Franck qui demande, je voulais vous demander s'il est possible de faire trading haute fréquence. Pour un particulier, si oui, y a-t-il des outils à disposition? Alors c'est relatif un petit peu la haute fréquence. Si vous voulez dire des centaines d'ordres par seconde, je ne pense pas. Alors je ne suis pas un spécialiste du trading haute fréquence, hein, mais si vous voulez dire oui, plusieurs dizaines ou centaines d'ordres par seconde, je ne sais pas. Maintenant, si c'est oui, c'est la plateforme ProAltime vous permet de d'ouvrir des trades, je ne sais pas combien de trades par seconde, il n'y a pas de statistiques là-dessus, il n'y a pas de débit, mais euh, enfin, je dirais que vous pouvez faire au moins 2, 3 trades par seconde de façon automatique. Donc ça dépend ce que vous voulez dire par haute fréquence. Mais si vous voulez plus, moi je ne suis pas un spécialiste de Pro Real Time, hein, je suis simple utilisateur comme vous. Et pour être honnête avec vous, je n'ai jamais fait de trading haute fréquence, donc je me suis jamais posé la question si Pro Real Time était adapté. Donc pour savoir plus, moi ce que je vous conseillerais de faire, c'est soit d'appeler Pro Real Time ou c'est soit d'appeler IG qui propose la plateforme Pro Real Time. Et donc vous appelez le standard d'IG France et vous demandez tout simplement si la plateforme permet ce genre de trading. Et ils vous donneront beaucoup plus de précision que moi. Ou alors peut-être sur le site d'IG c'est marqué. Voilà. Mais normalement, oui, le trading algorithmique sur PRT c'est l'un des avantages de PRT. C'est sa capacité à automatiser des stratégies facilement. Donc voilà. Alors on passe aux indices. On passe aux indices.
Alors, le CAC, est-ce qu'il a clôturé à légère clôture au-dessus des 5300 hier? Donc c'est cette clôture hein, qui est importante, hein, parce que comme vous pouvez le voir, le CAC est dans un petit canal haussier, vous voyez, très léger. Et on a un pivot à 5300 qui est, eh bien, qui est souvent rejoint. Vous voyez, ça a été un support, ça a été une résistance. Donc 5300, 5290, c'est une zone de pivot tout simplement. Donc si on a une clôture au-dessus, on a un potentiel haussier jusqu'à 5005. Et tant qu'on est en dessous, on a un risque correctif, peut-être pas jusqu'en bas du canal, parce que en bas du canal, c'est quand même là où il y avait eu ça a été rejoint quand il y avait eu des pics de volatilité, mais au moins 5100. Voilà, il y a un risque correctif jusqu'à 5100, tant que le CAC se situe en dessous. Donc là, en journalier hier, il a clôturé à 5307, donc légère clôture au-dessus de 5003. Voilà, donc la clôture hebdomadaire sera particulièrement importante, cette clôture ce soir, qui pourrait donner un signal positif jusqu'à les 5500 points. Maintenant attention, d'un point de vue fondamental, on s'approche de deadline assez importante, les élections italiennes et le vote du SPD pour finaliser la coalition allemande qui auront lieu tous les deux le 4 mars. Donc dans 2 semaines, nous aurons non seulement la validation ou non de la coalition allemande de la part des membres du SPD et les élections italiennes. Par ailleurs, donc mon collègue italien qui devait venir cette semaine a eu un empêchement. Il sera parmi nous début de semaine prochaine, lundi ou mardi, pour nous parler un petit peu plus du risque en Italie, un petit peu les projections, qu'est-ce qui se dit un petit peu localement, parce que bon, les sondages c'est bien, mais voilà, avoir un ressenti vraiment concret de ce qui se passe, objectif, c'est assez intéressant. Donc voilà. Résistance et support du pivot. Alors, écoutez, vous voyez qu'il y a également la moyenne mobile à 200 jours, donc fort niveau de support et résistance, parce qu'une résistance et un support c'est bipolaire, hein, ça dépend où le cours se situe, mais ça change de rôle, hein. Une résistance cassée devient support et vice versa. Donc le CAC 5003, je dirais que c'est un niveau qui peut se payer en intraday. C'est un fort niveau de support, donc ça se paye. Voilà, maintenant la clôture hebdomadaire de la semaine prochaine sera, de cette semaine pardon, sera très importante. Si on clôture ce vendredi au-dessus de 5003, lundi ce sera un signal normalement haussier jusqu'à 5005. Et à l'inverse, signal correctif jusqu'à 5002, 5100. Alors pivot reste flou. Alors pourquoi je dis pivot et pas support résistance? Parce qu'il est un petit peu au milieu, vous voyez. Il est un petit peu au milieu de nulle part. C'est pas comme si c'était un, vous voyez, ce support à 4000, ce support à 5000. Vous voyez, le cours a parfaitement rebondi. Là, 5000, 5003, pardon. Vous voyez que, bon, parfois ça a été un support, mais ça a généralement été dépassé. Et en fait, c'est une zone intermédiaire dans le canal. Disons qu'il faut pas, comment dire. En fait, c'est tout simplement le milieu du canal. Donc le milieu n'est ni un niveau de support ni un niveau de résistance. C'est un niveau qui est souvent rejoint, statistiquement rejoint. Parfois, vous voyez que ça fait office de support, mais ce n'est pas tout le temps le cas. Mais vous voyez qu'en intraday, on teste les 5003, 5003, 5003. Ici, on n'est pas loin, 5003. Donc en intraday, c'est un niveau de support. Maintenant, vous voyez que si le cours veut revenir en bas de son canal, il revient en bas de son canal. Voilà. Donc c'est pas un niveau de support équivalent aux 5000 points. Ça va être qu'un niveau de pivot intraday, tout simplement. Un pivot, c'est... Alors, que veut dire un pivot? C'est tout simplement, je dirais, un support résistance de plus court terme et qui change régulièrement de polarité. Voilà, donc un jour ça peut être un support, le lendemain une résistance et le surlendemain un support à nouveau. Vous voyez? C'est pour ça qu'on appelle également les points pivots. Donc voilà. Et sinon, d'un point de vue résistance à court terme, les moyennes mobiles, 100 et 50 jours et 50 séances, pardon, qui coïncident aux alentours des 5370, vous voyez, 5375 à peu près.
et le niveau de support, donc les 5003. Et si par hasard il est enfoncé, ce support, eh bien c'est 5002 à peu près qu'il faudra aller chercher. Pour le DAX, on n'a pas eu la clôture au-dessus des 12 500, qui sera nécessaire pour vraiment dire que, voilà, pour vraiment qu'on puisse envisager un rebond des indices européens. Si vous regardez l'Eurostoxx c'est pareil. Vous voyez les 3430, ce support, cette résistance, pardon, c'est pas un pivot. Le pivot il a 3005. Mais vous voyez que cette résistance n'a pas été n'a pas clôturé dessus. Donc voilà, il faudrait une confirmation pour le CAC pour passer à l'achat sur du swing trading. Pour viser 5005, il faudrait une confirmation de l'Eurostoxx et du DAX. Donc l'Eurostoxx faudrait qu'il clôture au-dessus des 3430 et le DAX au-dessus des 12 500. Dans ce cas-là, on aura une confirmation haussière qui permettra de mettre en place des stratégies acheteuses du CAC jusqu'à 5005. Voilà, et donc le DAX en intraday, vous pouvez voir 12 354, pardon, support à court terme et résistance aux alentours des 12 540. Et donc voilà, je pense qu'on a fait le tour du marché. Je vais regarder s'il y a encore des questions. Alors, j'ai répondu à toutes les questions, a priori. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les poser via les réseaux sociaux. On peut regarder le Bitcoin, on peut regarder les crypto-monnaies rapidement. Crypto-monnaies. Et je vous laisserai avec ces analyses. Donc le Bitcoin, il a cédé sous cette oblique. Donc normalement, le signal technique, il est baissier. Vous voyez comment cette moyenne mobile à 100 jours, elle est assez propre. Vous voyez que si on fait abstrait même de cette oblique, la moyenne mobile à 100 jours, qui a fait office de support, puis de résistance. Et donc là, normalement, pour moi, personnellement, j'ai plutôt une perspective baissière jusqu'à la moyenne mobile à 200 jours. Donc 7620. Et pour l'Ether, c'est pareil. La moyenne mobile à 50, à 100, donc là, la moyenne mobile à 100 devrait être, je pense, l'objectif de court terme. Voilà donc pour les crypto-monnaies. Alors, je vais pas toutes les faire, parce que il y en a quand même 6-7. Mais voilà, donc pour le Bitcoin et l'Ethereum, plutôt une perspective baissière. Alors Pierre qui me demande au-dessus des 12 500 sur DAX, on peut viser combien? Alors, bonne question. Au-dessus de 12 500, eh bien c'est la moyenne mobile à 200 jours qui sera la résistance majeure. Donc 12 764. En intraday, c'est, vous voyez, cette résistance, le plus haut prix de clôture, le récent plus haut prix de clôture, pardon, à 12 525. 12 525, résistance intraday de court terme. Et ensuite, en swing, c'est 12 764. Voilà donc pour ce point de marché du vendredi 23 janvier. Je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite une excellente fin de journée, un excellent week-end. Si nous ne nous retrouvons pas d'ici là, n'hésitez pas à me poser vos questions via les réseaux sociaux si vous en avez. Et voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à lundi pour mon prochain, webinaire.